Un autre sujet qui me tient à cœur et dont je voulais parler, c'est les langues étrangères et leur apprentissage. Et c'est un sujet sur lequel j'ai vraiment du mal à me taire parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai tendance à être très bavarde, donc j'espère que cette vidéo va pas être trop longue. Pour moi, la première chose, c'est qu'il faut vraiment avoir une bonne raison qui vient de nous aussi pour apprendre une langue. Je sais que pour moi, l'anglais, c'était très difficile à apprendre quand j'étais au collège et au lycée parce que j'avais aucune envie de parler anglais. Donc quand je suis arrivée pour passer le bac, je parlais pas un mot d'anglais, ça m'intéressait pas, je détestais cette langue et j'avais aucune envie de l'apprendre. Donc je pense qu'il faut avoir un minimum d'affinité pour la langue et une motivation qui peut être simplement la perspective d'un job, la perspective d'un voyage, ou un attrait pour la culture, pour la littérature, pour les gens sur place. Mais pour moi, c'est très difficile d'apprendre une langue si je suis juste obligée de l'apprendre. J'ai fait l'espagnol pendant 7 ans et je me souviens pas d'un mot parce que je détestais ça et qu'on m'a toujours forcée à le faire. J'avais aucune envie d'apprendre l'espagnol, j'ai toujours pas envie d'apprendre l'espagnol. Et la deuxième chose la plus importante, c'est qu'il faut se souvenir qu'apprendre une langue, c'est un investissement dans le temps. On peut pas faire ça en 2 jours, même si on y met beaucoup d'efforts. Mais ce sera toujours beaucoup plus efficace d'y passer 10 minutes par jour plutôt que 15 heures une fois par semaine. Il faut beaucoup de temps pour que notre cerveau s'habitue à de nouveaux sons, à une nouvelle façon de former les phrases. Donc pour moi, l'apprentissage d'une langue, ça s'étale sur des années. C'est impossible de faire ça en quelques mois seulement. Même si évidemment on peut énormément progresser en quelques mois, c'est pas possible de maîtriser une langue pour moi, en profondeur en tout cas, avant quelques années de pratique. Mais après, au final, le temps, ça passe vite et un petit peu d'investissement, ça nous fait vraiment avancer énormément sur l'apprentissage d'une langue si on l'étale dans le temps. Quelque chose qui peut nous donner beaucoup d'intérêt pour une langue, c'est la communication avec les gens. Donc je comprenais vraiment pas l'intérêt d'apprendre l'anglais quand j'étais encore au collège ou au lycée parce que j'avais jamais rencontré quelqu'un qui était anglophone. Et donc pour moi, c'était vraiment juste une matière comme les autres qui n'était pas intéressante et que j'avais aucune envie de travailler. Et ensuite, mes parents m'ont envoyé pendant 3 semaines au Canada anglophone, à Halifax, pour un échange de langue et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était vraiment utile d'apprendre l'anglais pour communiquer avec des gens, communiquer d'une façon totalement différente puisque la logique derrière une langue est toujours un petit peu différente même si l'anglais est très proche du français. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment intéressant et que j'avais envie d'apprendre. Donc après avoir passé 3 semaines au Canada, je suis rentrée en France et je me suis décidée à apprendre l'anglais toute seule. Je savais pas trop comment m'y prendre parce que je savais que le système scolaire me correspondait pas trop. Les bouquins de grammaire, les exercices, les choses comme ça m'endort très vite. Donc je me suis dit que j'allais commencer à écouter des livres, simplement pour me familiariser avec la langue, et puis m'améliorer en compréhension orale, tout simplement. Et puis la logique, c'était aussi de me dire que les enfants apprennent de cette manière, simplement en écoutant pendant plusieurs années, et après seulement ils commencent à parler et à s'exprimer, une fois qu'ils ont vraiment intégré les bases de la langue. Donc je me suis dit que si les enfants y arrivent, j'allais sans doute y arriver aussi. Il y a beaucoup d'applications différentes qui nous permettent d'écouter des livres audio. Certaines sont plus chères que d'autres, je vais essayer d'en lister au maximum dans la description ou sur l'écran. À l'époque j'étais étudiante, donc j'ai choisi l'option gratuite. J'avais trouvé une application qui s'appelle LibriVox, et sur cette application on peut trouver la plupart des classiques qui sont lus par des volontaires. Ils ne sont pas tous natifs et ils n'ont pas tous un anglais excellent, mais certains lecteurs sont vraiment très bons, donc il faut un petit peu de patience parfois pour trouver un livre qui nous correspond avec des acteurs qui nous correspondent aussi. Après je sais que les livres audio c'est pas pour tout le monde, j'ai beaucoup d'amis qui ne supportent pas ça, parce qu'ils ont besoin d'aller chercher la traduction de chaque mot qu'ils ne connaissent pas. Et donc au final, pour eux, c'est plutôt un stress d'écouter un livre dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas complètement, parce que tant qu'ils ne comprennent pas 100% des mots, ils peuvent pas vraiment profiter du livre. Pour moi, les livres audio, c'était vraiment la meilleure trouvaille dans l'apprentissage des langues, parce que je les adapte très facilement à mon quotidien. Par exemple, j'aime beaucoup marcher. Quand j'étais étudiante, j'allais toujours à l'université à pied, et ça me prenait peut-être 1 heure. Donc c'est vraiment très facile de mettre un casque, des écouteurs et d'écouter un bouquin tous les jours en fait en marchant. Maintenant j'ai toujours un livre audio dans les oreilles quand je suis dans les transports, quand je fais la cuisine, quand je marche, quand je fais du vélo parfois. Pour moi c'est vraiment addictif parce qu'on apprend une langue sans vraiment faire d'efforts, c'est notre cerveau qui travaille tout seul. Au début bien sûr on comprend pas tout de ce qui se passe, mais petit à petit notre niveau s'améliore et on profite vraiment de l'histoire, on oublie la langue et on apprend vraiment sans s'en rendre compte. Pour moi c'est vraiment le plus gros avantage des livres audio, c'est que ça demande vraiment aucun effort, on peut simplement mettre le livre sur ses oreilles et puis profiter de la langue sans chercher à essayer de comprendre. Et même sans faire aucun effort, on apprend. Mon conseil là-dessus, ce serait de commencer par écouter des livres, soit des livres adaptés, soit des livres pour les enfants, et surtout des livres qu'on connaît déjà. Donc par exemple, quand j'ai décidé d'apprendre le russe, j'ai écouté tous les livres Harry Potter d'affilée, et au début je comprenais rien, parce que je connaissais pas un mot de la langue, mais petit à petit ça finit par rentrer, petit à petit on apprend les mots un par un, on s'habitue à la sonorité, et même sans faire de grammaire, sans faire d'exercice, on finit par comprendre de mieux en mieux. Pour ce qui est des livres audio, je pense qu'au début c'est beaucoup plus facile d'écouter soit des livres pour les enfants, soit des livres qu'on connaît déjà, et surtout pas des livres en VO, parce que les traductions sont toujours beaucoup plus faciles à comprendre, surtout si la langue est très différente de notre langue. Par exemple dans mon cas le russe, si on écrit en russe, si on lit en russe, la façon de penser derrière la construction des phrases est très différente, et ça rend les choses beaucoup plus difficiles à comprendre, donc je préfère commencer par des livres qui ont été écrits en anglais ou en français, et qui ont été traduits.
Ensuite, ça peut être très utile d'écouter des livres qu'on connaît déjà, parce qu'on connaît déjà l'histoire, on connaît déjà les personnages, on peut anticiper ce qui va se passer, et donc reconnaître des mots plus facilement. Au début, quand j'ai commencé à apprendre le russe, j'ai téléchargé des livres adaptés pour les étrangers, donc ce sont des petites histoires, par exemple, très faciles à comprendre. Mais en fait, la qualité de la langue est très faible, parce que c'est pas le but de ce genre de livre. Le but, c'est de nous apprendre du vocabulaire, de la grammaire, mais les histoires elles-mêmes ont très peu d'intérêt, et la langue est pas très belle, donc j'ai très vite laissé tomber ce genre de choses, mais peut-être que ça peut être plus efficace pour certaines personnes, en tout cas pour commencer à apprendre une langue. Et pour moi, un gros avantage des livres audio, c'est qu'on apprend à l'instinct. Donc en général, on n'a pas trop besoin de réfléchir pour commencer à parler. On le fait de façon plus automatique, plus instinctive que les gens qui apprennent avec des bouquins de grammaire. Donc en général, on sonne plus naturel quand on apprend à l'instinct et à l'oreille. Après, je sais que ça correspond pas à tout le monde. Il y a des gens qui trouvent ça plus rassurant de passer par la grammaire, de passer par des professeurs et par un apprentissage plus classique peut-être. Et en apprenant à l'instinct, on maîtrise moins la langue, je pense. Par exemple, pour moi, c'est très difficile de traduire, même si je comprends tout ce qu'on me dit, ne serait-ce qu'en anglais. J'ai vraiment du mal à repasser tout ça en français. Parce que mon cerveau est branché soit dans une langue, soit dans l'autre, mais il n'y a pas vraiment d'interaction entre les deux. Alors que si on étudie plus la grammaire et le vocabulaire, je pense que c'est plus facile de traduire, mais d'un autre côté, on parle un peu comme un livre et pas très naturellement. D'apprendre à l'oreille ou d'apprendre à l'instinct, ça veut dire que notre cerveau commence à penser dans cette nouvelle langue et on s'exprime en fait sans même se rendre compte de la langue qu'on utilise. Un des dangers aussi, c'est de faire des contresens, parce qu'en général, je cherche jamais les mots, donc je les entends plusieurs fois dans des contextes différents et je finis par deviner ce qu'ils veulent dire, mais parfois il peut y avoir des nuances que je vais pas saisir, ou en tout cas pas saisir avant d'avoir entendu ces mots dans 100 contextes différents, et ça prend du temps. Mais en général, si je vois un mot dans plusieurs contextes et que j'arrive pas très bien à cerner exactement ce qu'il veut dire, je finis par regarder la traduction parce que ça m'intéresse tout simplement. Après, je dis pas du tout que les exercices de grammaire ne sont pas utiles, au contraire. Je pense simplement que c'est pas forcément la meilleure chose pour commencer à apprendre une langue parce que c'est ennuyant et ça nous donne aucune motivation pour continuer d'apprendre la langue. On commence par la partie la plus ennuyante, la plus difficile et la moins intéressante. Donc pour moi, ça a plus de sens de se tourner vers la grammaire une fois qu'on a déjà des bases de vocabulaire de la langue et des bases de compréhension. Aussi parce que l'intérêt d'apprendre une langue, c'est quand même de comprendre des gens qui s'expriment dans une langue différente de la nôtre. Donc si on connaît juste la grammaire et qu'on peut pas comprendre, je vois pas l'intérêt vraiment. Utiliser des listes de vocabulaire, c'est utile si on a besoin d'accélérer son apprentissage. Après, la difficulté pour moi, c'est que hors contexte, c'est difficile de retenir des mots. Je sais que si j'essaye d'apprendre un mot de vocabulaire comme ça, sans aucun contexte, ça va me prendre peut-être 20 répétitions avant qu'il commence à rentrer. Alors que si j'entends un mot dans un contexte où je suis avec des gens, ils m'expliquent ce que ça veut dire, etc., je le retiens vraiment toute ma vie. Il y a beaucoup de gens qui me disent d'apprendre des langues avec des chansons, des séries, des films, des choses comme ça. Moi, j'ai jamais trouvé ça très utile parce que souvent la langue est moins claire que dans des livres. Par exemple, pour ce qui est des chansons, même en français parfois j'ai du mal à comprendre ce qu'ils disent, donc pour moi c'est pas le meilleur moyen d'apprendre une langue. Et puis la langue est pas forcément naturelle aussi parce que les paroles qu'on utilise dans les chansons, c'est pas forcément des choses qu'on va dire tous les jours. Et pour moi, le problème des séries et des films, c'est que les gens ont tendance à mettre des sous-titres dans leur langue, et donc au lieu d'écouter, ils lisent tout simplement ce qui se passe. Et puis la langue est moins facile à comprendre de façon générale, les acteurs parlent vite, c'est pas forcément très clair, par rapport à un livre où l'acteur prend le temps de lire chaque mot et de bien prononcer correctement. Une autre pratique que j'ai trouvée très utile aussi, c'est d'écrire une petite phrase ou un petit paragraphe chaque jour dans la langue qui nous intéresse. Le seul problème, c'est que ça prend beaucoup de temps et d'énergie par rapport à juste écouter un livre comme ce que je fais d'habitude. Donc j'avoue que je l'ai pas fait très longtemps. On nous répète aussi qu'il faut vraiment se mettre à parler le plus tôt possible quand on apprend une langue. Pour moi, ça ne fonctionne pas parce que je suis assez timide et j'aime pas beaucoup parler quand je sais que je maîtrise pas du tout la langue et je me sens vraiment stupide. Donc moi, je préfère attendre d'avoir un niveau de compréhension et d'expression un peu plus élevé avant de commencer à parler parce que c'est plus confortable pour moi. Mais je sais qu'effectivement, on fait des progrès beaucoup plus rapides une fois qu'on commence à parler. Donc si vous y arrivez, ça vaut le coup de se lancer très tôt. Moi, j'y arrive pas. Une chose que j'ai remarqué en France, c'est qu'on a vraiment beaucoup de mal à s'assumer quand on parle une langue étrangère. On a du mal à accepter notre accent et du coup on pratique pas du tout par rapport aux étrangers. J'ai étudié en France et j'ai étudié à l'étranger et c'était vraiment typique l'attitude qu'on avait envers l'anglais surtout. En France, à l'université, personne n'ose lever la main et se mettre à parler quand on doit parler anglais, alors que ce soit en Pologne, en Suède où j'ai étudié, tout le monde essaye de parler anglais. Bon, en Suède, ils sont très bons, ils parlent anglais de façon totalement bilingue, donc c'est normal. Mais en Pologne, ils ont un accent qui est pire que le nôtre et ça les empêche pas d'essayer de parler tout ce qu'ils peuvent. Pour commencer à apprendre une langue, une application qui peut être utile et que tout le monde connaît sans doute, c'est Duolingo. L'intérêt, c'est que ça prend vraiment pas beaucoup de temps, peut-être 5 minutes par jour, et ça permet de se lancer, de commencer à apprendre un petit peu de vocabulaire, de se familiariser avec les mots basiques. Pour moi, le problème, encore une fois, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Les petites histoires, les petites phrases qu'on doit traduire sont pas très intéressantes. Mais bon, pour commencer, je pense que ça peut quand même être utile. Ensuite, un autre système que j'ai utilisé, c'est un tuteur ou un professeur particulier sur Italki ou une autre plateforme comme celle-ci. Là, l'intérêt, c'est qu'on paye le professeur, donc on a tendance à être plus motivé et à se dire qu'il faut vraiment tirer le maximum de chaque leçon, puisque de toute façon, on va le payer, donc autant en profiter au maximum. Donc, ce que je faisais quand je prenais des cours de russe sur Italki,
c'est que j'ai essayé de trouver des professeurs ou des tuteurs qui sont natifs déjà, et ensuite qui ne parlent pas du tout anglais ou pas du tout français, parce que je sais que sinon je vais me rabattre sur une langue qui est plus facile que le russe, et je vais pas du tout parler. Parfois aussi ça peut être plus facile de trouver un professeur qui n'est pas natif, parce que même s'il n'aura pas l'accent parfait, la prononciation parfaite, il peut peut-être se rendre compte plus facilement des choses qui sont difficiles à apprendre pour nous et à comprendre pour nous, et expliquer plus facilement qu'un natif qui parle à l'instinct et qui sait pas du tout expliquer sa langue. Un autre moyen efficace pour se motiver, c'est de trouver des correspondants dans la langue qui nous intéresse. Donc j'ai utilisé plusieurs sites pour ça, et il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Le plus populaire, je pense que c'est Tandem, et honnêtement, j'ai pas trouvé grand monde dessus, parce que les gens sont assez peu investis. Il y a vraiment beaucoup de monde, ça tourne très vite, ça ressemble presque plus à une application de rencontre parfois. Donc c'est pas forcément le plus efficace pour trouver un correspondant sérieux, mais j'ai trouvé un autre site que j'ai beaucoup utilisé, et sur lequel il y a moins de monde, mais les gens sont vraiment plus sérieux et plus investis. Je noterai tout ça dans la description. Ensuite, bien sûr, d'aller sur place et de voyager, c'est très utile. Une semaine de voyage, pour moi, ça n'aide pas beaucoup. Ça peut donner de la motivation, mais on n'apprend pas grand-chose au niveau linguistique. Donc le mieux, évidemment, c'est d'aller travailler un été ou quelque chose comme ça, de faire un semestre dans le pays qui nous intéresse. Après, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément possible. Moi, j'étais intéressée par la Russie au milieu du coronavirus, et après, avec la situation politique, ça a été compliqué de déménager ici, à Moscou. Mais bon, en général, c'est quand même plus facile que cette situation. Si on veut aller en Angleterre, si on veut aller en Espagne, c'est pas très loin, c'est pas très compliqué. Quand j'étais étudiante, j'avais pas forcément le budget pour voyager, donc je me suis tournée vers des sites comme Woofing, Workaway. J'ai trouvé des familles qui allaient m'accueillir pendant l'été, pour lesquelles j'allais travailler peut-être 5 heures par jour, et le reste du temps, je voyageais dans le pays et j'apprenais la langue. Un truc que j'ai trouvé vraiment utile, c'est de travailler dans des familles avec des enfants, parce que les enfants ont souvent un vocabulaire très simple, ils répètent les mêmes mots, ils parlent assez fort en général, donc ça aide vraiment la langue à rentrer. Puis en général, c'est plus facile d'interagir avec des enfants, parce que même si on fait des fautes de grammaire, ils vont même pas s'en rendre compte, ils vont pas nous reprendre, ils vont pas nous regarder de travers, parce qu'ils en font eux-mêmes. J'ai vécu dans des familles pendant 1 mois en Pologne, dans 2 familles différentes avec des enfants en bas âge, et au bout de quelques semaines, en fait, il y avait quand même pas mal de mots qui rentraient, même si je parle pas un mot de polonais, j'ai tout oublié. Mais au bout de quelques semaines, je commençais à comprendre ce dont parlaient les enfants, avec le contexte en plus. D'ailleurs, ça m'avait posé quelques problèmes parce que j'avais compris ce que disaient les parents dans une conversation qui était en polonais. Donc le père était absolument convaincu que je parlais polonais, que je comprenais le polonais. Il me parlait à toute vitesse, en permanence en polonais. Je ne comprenais rien du tout. Une dernière chose que je trouve utile aussi, c'est d'essayer de se mettre en immersion le plus possible dans la langue. Surtout si on peut pas se déplacer et aller vivre dans le pays qui nous intéresse. Donc changer la langue sur le téléphone, sur la télé, sur les consoles, sur tout ce que vous voulez. Essayer de lire au maximum tous les jours, de s'entourer de la langue pour s'en imprégner le plus facilement possible. Après, faut pas non plus trop en faire et changer la langue sur son téléphone trop tôt, parce que ça peut être compliqué parfois dans certaines situations si on a besoin d'une information rapidement, qu'on n'arrive plus à s'y retrouver sur notre téléphone parce que la langue on la comprend pas. C'est peut-être pas non plus la meilleure idée. Mais une fois qu'on a atteint un certain niveau, je pense que c'est vraiment utile de faire le maximum pour être en contact avec la langue tous les jours et autant que possible. Donc encore une fois, apprendre une langue, ça prend vraiment du temps. Et il y a des moments où c'est vraiment décourageant, on a l'impression de faire un plateau depuis 3 mois, de pas du tout avancer. Et le plus important, c'est de continuer de pratiquer un petit peu. Si on en a marre, il faut juste réduire le temps qu'on y passe tous les jours. Mais au moins, passer 5 minutes à écouter la langue, simplement pour ne pas perdre. Même si on progresse pas sur une petite période, c'est pas grave. Du moment qu'on ne perd pas, c'est déjà ça de gagner, je pense. Je pense que j'ai eu du mal à me mettre à apprendre des langues de façon efficace parce que je regardais la montagne qui me restait à faire et c'était totalement décourageant. J'avais envie de pouvoir parler la langue après 2 mois en claquant des doigts, mais c'est pas possible d'apprendre une langue en quelques mois. Je pense qu'il faut l'accepter et essayer de profiter aussi du processus d'apprentissage parce que c'est vraiment satisfaisant. À chaque fois qu'on a ce petit moment où on a compris une phrase, on a compris ce que la personne voulait dire, on a une sensation de satisfaction intense qui vaut le coup, je pense, d'y passer un petit peu de temps et d'effort. Et je pense vraiment que ça vaut le coup d'apprendre une langue, même si on n'a pas l'intention d'aller habiter dans un autre pays, parce que ça nous permet de comprendre des gens qui pensent de façon totalement différente de nous, et je trouve ça super intéressant, super enrichissant. Et dans le cas où on habite à l'étranger, c'est vraiment indispensable pour moi d'essayer d'apprendre au maximum la langue du pays, même si tout le monde parle anglais comme en Suède, parce que je pense qu'on peut jamais vraiment comprendre les gens tant qu'on ne peut pas les comprendre dans leur langue natale, et aussi parce que les gens sont souvent vraiment reconnaissants quand on essaye d'apprendre leur langue, quand on passe du temps à se renseigner sur leur pays, sur leur culture. Ils nous accueillent vraiment à bras ouverts et ça fait une expérience à l'étranger qui est totalement différente.